L'after avec vous jusqu'à minuit, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Bretagne. Il y a une grosse discussion qui, mais là on est revenu à l'antenne. On accueille l'invité. Alexandre Julliard est avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre. L'auteur de Insubmersible Messi aux éditions, je montre là, c'est mieux comme ça, Solar. Alexandre Julliard, il est insubmersible sur tout ce qui touche l'Argentine. Ouais, Messi, Maradona, c'est un peu son idée fixe. L'Argentine, c'est un peu. C'est normal. J'ai vécu longtemps. Voilà, on parlait de Pastore, on aurait dû participer. Bielsa aussi. Bielsa, tous les Argentins. Tous les Argentins. Voilà. Pastore, on en a parlé tout à l'heure. Pastore. L'homme de cristal. Pastore un peu moins quand même. Ouais. Je connais un peu moins bien. Bon, on va parler avec Alexandre de son livre dans quelques instants et de Messi. On va parler de Messi aussi avec Fred Hermel qui est là. Salut Fred. Oh là, Fred qui est là parce que Messi est là, a joué ce soir. Il a gagné avec le Barça. C'était le match aller de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Quart de finale, victoire du Barça 1-0, but de Neymar. Un match pas génial du Barça. Un beau match d'ailleurs en général, d'après ce que j'ai vu. La Real Sociedad. Je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes en France qui jouent aussi bien que la Real Sociedad. Non, mais il y a eu pas mal d'erreurs ce soir. C'était pas un mauvais match. C'était pas génial, c'est vrai. Ok, restez avec votre Ligue 1. Moi, avec le match de merde en Espagne, ça suffit. On va regarder Bastien. Non, mais franchement, non, ça a été un match avec beaucoup d'engagement, un arbitrage assez lamentable, mais ça, c'est assez fréquent en Espagne. Et puis pas mal de fautes, beaucoup de cartons. Mais on a vu quand même quelques petites passes d'armes assez intéressantes. Un Barça qui a beaucoup souffert de la blessure de Messi et qui a été remplacé à la mi-temps par André Gomes. Deuxième mi-temps, un Barça assez défensif finalement. Et on avait plutôt d'un côté une Real Sociedad qui jouait comme jouait le Barça qu'on aimait, c'est-à-dire à une touche de balle, en multipliant les passes, et puis un Barça qui était très défensif et qui jouait le contre, et puis un penalty et indiscutable, et puis Neymar qui a marqué. Messi lui a laissé le penalty. Bon, c'était Neymar qui l'avait provoqué, mais voilà. Au Real, Cristiano prend tous les pénaltys. Au Barça, Messi le fait du prince, partage avec ses copains. Il en a tellement raté qu'il peut passer, non? Mais c'est surtout que Neymar avait pas mis de but depuis très longtemps, non? Il avait marqué l'autre jour. Oui, il avait marqué l'autre jour. Il avait pas marqué depuis le mois d'octobre. Et l'autre jour, il a marqué grâce à un penalty offert par Messi. Ouais. Donc voilà, on continue, l'amitié continue entre eux. Non, c'est vrai qu'ils s'entendent très bien tous les trois devant. La LSN, ils sont vraiment très potes. Tu les connais bien, Alexandre, les trois Sud-Américains. Il y a vraiment une grande amitié entre eux. Ça, c'est indéniable. C'est vrai que c'est comme une réussite d'ailleurs incroyable parce que d'arriver à comme ça, avec trois aussi forts qui s'entendent malgré leur papa. Bien. D'ailleurs, dans une affaire la récente, on va en parler d'ailleurs sur Messi, sur la prolongation de contrat, etc. Je me demande, c'est pas Suarez qui est monté au créneau d'ailleurs pour le défendre en partie médiatiquement. Oui, parce que le directeur général qui s'appelle Oscar Grau, qui est celui. Mais il y a un vrai truc autour de cette prolongation, ou c'est juste pour raconter une histoire et pour faire vendre du truc en ce moment? Non, c'est simple. Non, il y a vraiment un problème, tout simplement. On aura ta version et celle d'Alexandre dans la foulée. Non, c'est une question très simple qui s'appelle le fair play financier, 70% de la masse salariale, et c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le Barça ne peut pas payer ce que demande Messi pour des raisons purement de fair play financier. Donc il faut trouver une solution. Voilà. Alors tiens, on va Qu'est-ce que tu dis, toi, Alexandre? Moi, je dis qu'ils vont trouver une solution, quoi qu'il arrive. Je vois pas comment un club peut aussi aujourd'hui peut laisser partir Messi, parce que sans Messi, Barcelone ne sera plus le club qu'il est, ne sera plus l'équipe dominante qu'elle peut être avec Messi. Et donc ça sera compliqué pour eux. Donc je vois pas comment ils peuvent le laisser partir. Mais bon, il faut trouver dans 11 mois et quelques jours, Messi peut négocier légalement avec qui il veut dans le monde. Donc c'est le problème. Non, mais c'est le sujet numéro 1 en Espagne. On parle, dès qu'on parle du Barça, on parle de la prolongation de Messi. Oscar Grau, le directeur général, qui lui est conscient du fair play financier, a dit que voilà, il fallait commencer à discuter avec Messi, mais qu'il fallait mettre du bon sens là-dedans. Ce à quoi Suarez avait dit, il n'y a pas de bon sens quand on parle de Messi. Il faut le rénover, prolonger quoi qu'il demande. Le gros problème, c'est que le Barça, pour garder Neymar, a accepté de payer une fortune, c'est-à-dire les amendes actuelles et les amendes dans le futur du fisc espagnol. Et ça conditionne beaucoup. C'est-à-dire que j'insiste là-dessus. Il faut vraiment trouver une solution d'une manière ou d'une autre, ou que Messi accepte de baisser un peu ses prétentions, ou alors de reporter une partie du paiement de son salaire pour rester dans les clous du fair play financier, qui, je vous le rappelle, est de 70% du budget. La masse salariale ne peut pas dépasser ça. Très bien. Tiens, juste avant, on va approfondir le dossier Messi avec Alexandre et avec toi, mais un mot sur l'autre match qui a eu lieu ce soir et la victoire de l'Atlético Madrid avec des buts de Griezmann et Gamero d'ailleurs. Ouais, c'est important parce que Griezmann, on sait qu'il avait connu une mauvaise passe juste avant Noël, puisqu'il avait été 9 matchs de Liga sans marquer. Là, il en est à 4 buts en 5 matchs depuis le début 2017.
toute compétition confondue. Il était bon ce soir. Il a aussi fait une passe décisive à Gamero qui marquait pas depuis le 23 novembre. Donc ça y est, les Français redémarrent et c'est l'Atlético qui s'en ressent d'une manière positive. C'est contre Eibar, c'était contre Eibar et on rappelle que c'est toujours en aller-retour la Coupe du Roi en Espagne. Donc il reste encore les matchs. Voilà, 3-0 c'est fait. Le Barça 1-0 à Anoeta. A priori la semaine prochaine c'est fait. Voilà, normalement on devrait avoir l'Atlético, le Barça et j'oublie Alcorcón et Grenade. Et Grenade et Cordoue en demi-finale. Et le Real, non? Et le Real est mal parti puisque le Real a perdu hier soir. Et ça serait a priori le Celta Vigo si le Real n'est pas capable de remonter le 2-1 dès hier soir. Oui, non mais c'est un problème parce qu'il y a le Real visait le triplé donc. Bien sûr, c'est pour ça. C'est d'où notre question hier, de savoir si c'était pas chaud pour Zizou quoi. Ah ouais, s'il n'est pas sur la série. Ah non, on va pas recommencer là. Alors on va pas sur Zidane. Attendez, on a un bon invité ce soir, on a un truc sérieux, un mec qui fait des Ligue 1. Tiens, t'as raison. C'est insubmersible. Insubmersible Pourquoi Messi. tu dis d'abord, c'est tout con ma première question, pourquoi insubmersible? Insubmersible parce que en fait depuis qu'il est né, on va dire, il a toujours eu des problèmes, il a toujours eu des obstacles sur son chemin, il a toujours su rester debout et toujours su avancer comme il faut. Ah, c'est marrant parce que si tu le dis pas, ça peut paraître presque étonnant parce qu'on se dit que sur les dernières... Non, mais bien sûr, mais j'ai presque envie de dire qu'il a eu tellement de succès, il est tellement adulé, tellement le meilleur joueur du monde, que on oublie presque tout ça en fait. Oui, parce qu'en plus, pour revenir à l'actualité d'aujourd'hui, c'est quand même un joueur qui a grandi dans un club qu'on voit comme ça d'extérieur, un club exceptionnel, qui gagne beaucoup de titres, qui a une salle des trophées remplie de trophées. Et en fait, c'est un club qui est aussi très compliqué. Il a eu je sais pas combien de présidents depuis qu'il est passé professionnel, il a eu je sais pas combien d'entraîneurs, il y en a même un qui est décédé, donc en fait il a eu souvent pas mal de problèmes comme ça dans son club, dans son pays, avec sa sélection, parce que la sélection argentine, c'est vrai que c'est une sélection aussi qui fait rêver beaucoup de gens, mais on s'aperçoit aujourd'hui que le football argentin est aussi en pleine crise. Donc il est quand même dans des moments assez mouvementés de ces deux institutions, et à chaque fois, on a l'impression que ça lui passe un peu au-dessus, et puis qu'il continue à marquer des buts et qu'il continue à être le joueur qu'il est. Et ce qu'on ne sait pas, c'est quel genre de mec c'est en fait. A priori, on arrive à avoir les contours de Cristiano Ronaldo. On comprend plutôt quel genre de mec ça peut être et tout, mais si. Parce que je pense que c'est quelqu'un pour le coup qui a rien de spécial dans la vie de tous les jours, quoi. C'est quelqu'un d'assez. C'est un bel euphémisme. C'est quelqu'un d'assez tranquille. C'est quelqu'un maintenant qui est alors pas encore marié, mais bientôt, et qui a 2 enfants, qui vit tranquillement chez lui et qui fait pas vraiment de vagues, donc. Tout le monde ça dit qu'il est quand même complètement obnubilé par le foot. Il est chiant, c'est-à-dire il a jamais voulu être une rockstar, quoi. Que Cristiano, il peut prendre un jet, se barrer pour 3 heures, revenir, mettre des buts, repartir, faire un peeling, mettre des buts. Disons que Cristiano Ronaldo, je pense qu'il est content d'être médiatisé, d'être connu et d'être dans lui, il assume le côté rentré, c'est même extraordinaire qu'il assume autant et qu'il supporte toutes les pressions du monde et qu'il soit encore bon. Il a besoin de ça. Il est extraordinaire. Alors que Messi, c'est le contraire. Je pense que ça l'emmerde d'être justement devant les caméras. D'ailleurs, il donne aucune interview, on l'entend jamais. Mais puisque tu parlais de son destin et le côté insubmersible, justement sur cette histoire de sa croissance contrariée et du fait que le Barça va aider la famille, il y a toute cette histoire-là, mais sur cette histoire du petit, de la taille, parce qu'en Argentine, on en parle beaucoup, tu racontes à un moment donné dans le livre que le jour de sa naissance, en fait, le club de Rosario est champion, c'est ça, d'Argentine? Ouais, mais alors c'est pas le club de Newell's, donc c'est l'autre club de la ville, c'est Rosario Central. Il y a 2 clubs, il y a un derby très ancien, c'est ça? Alors on dit que c'est le derby le plus ancien du pays, puis c'est surtout une ville très football, Rosario, où il y a qu'à voir tous les joueurs qui sortent de cette ville. Rosario, c'est le club du pape. Non, c'est San Lorenzo. Donc Rosario, c'est vraiment une ville qui est située à 300-400 km de Buenos Aires. C'est une ville de la province. Ah oui, San Lorenzo. Et donc voilà, c'est une ville qui sent le football, mais vraiment qui sent le football. Qui ça?
Jorge Valdano. Valdano, il y a tout. En fait, ils sont franchement, il y a beaucoup de. Bah, et puis Marcelo Bielsa, voilà, c'est toute cette école-là. Donc Newell's aussi, on dit que c'est le club qui a fourni le plus de joueurs en sélection argentine. Donc c'est vraiment une ville qui vit et qui vibre football. Donc Lionel Messi, lui vient de là-bas. Et puis bien évidemment, il a été pris par cette passion du ballon rond très rapidement. Après, c'est assez classique quelque part. Le côté son père foot, ils sont complètement accros. La balle de tennis, le petit ballon, le machin. Bon, après, c'est des images un peu d'Épinal, quoi. Le truc classique, technicien très petite. C'est les bonnes images. Après, ce qu'il y a dans l'histoire de Lionel Messi, c'est que c'est toujours ce qu'on dit un peu, c'est qu'il y a une histoire officielle et puis il y a la vraie histoire. Et donc je pense que c'est quand même un des premiers joueurs. Alors après, je sais pas, faudrait peut-être regarder, mais qui a été transféré si jeune à l'autre bout du monde, quoi, qui a traversé l'Atlantique pour aller essayer de faire carrière en Europe. Il avait 12-13 ans, je crois qu'à cette époque-là, il y avait un autre Argentin je crois que s'appelait De Petris, qui avait été pris au Milan AC. Bon, on n'en a plus jamais entendu parler. Non, mais Alex, le fait que le Barça paye les hormones de croissance, quand même, ça a été hyper important, quoi. Et puis il y a un type fabuleux, Carlos Reixac, qui fait cette histoire, elle a existé. C'est quoi la réalité de l'histoire? En fait, la réalité de cette histoire, c'est quand on pose des questions, qu'on va voir les gens en Argentine, en particulier dans sa ville, à Rosario, on s'aperçoit que de toute façon, son traitement était pris en charge. Après, comme dans tout pays en crise comme ça l'était à l'époque en Argentine, ça l'est encore aujourd'hui, mais ça l'était déjà à l'époque. En fait, il peut y avoir des retards de paiement, des retards de remboursement, et comme c'est des gens qui n'ont pas vraiment d'avance, qui sont ric-rac, ça leur pose des problèmes. Mais je pense pas que Messi, il n'est pas allé à Barcelone pour pouvoir grandir, en fait. Il est allé à Barcelone pour devenir footballeur professionnel. Il avait ça dans la tête et il l'est devenu. Ce traitement, qui décide de le faire quand il est môme? En fait, un jour, comme il grandit pas vraiment, les gens du club de Rosario, là où il est à Rosario, à Newell's, ils lui disent, écoute, tu vas voir un endocrinologue qui s'était déjà occupé, je sais pas si vous vous souvenez de ce petit meneur de jeu de Bastia, Manso, qui jouait Damian Manso. Ça me dit quelque chose. Daniel, non, c'était un petit meneur de jeu de Bastia avec la coupe au bol et tout ça assez frêle, et donc il y avait déjà eu des joueurs en fait qui avaient été pris un petit peu là-dedans, et donc ils lui ont envoyé un endocrinologue qui était aussi un espèce de supporter complètement passionné de Newell's Old Boys, et donc lui a détecté le problème et a dit de toute façon c'est un faux problème dans le sens où on peut remplacer ces hormones manquantes par des hormones de synthèse. Donc c'est juste une capsule qui doit se mettre tous les jours. C'est un traitement finalement qui est pas si compliqué, sauf que qui a un coût. Donc il faut pouvoir payer ce traitement. Damien Manso a joué en 2001-2002 à Bastia. Je regarde en même temps effectivement son visage me dit quelque chose. Il a 37 ans en fait. Il joue encore, si ça se trouve. Il joue encore à Chacarita Juniors. Alex, il y a un homme, j'imagine que tu en parles beaucoup dans son bouquin, qui s'appelle Carlos Reixac. Pardon, il y a surtout Mingueia. L'agent qui est dirigeant du Barça, qui fait signer le bout de papier quand même. Mais encore une fois, ça tu crois que c'est lui qui s'est mis une médaille après ou? Non, je pense que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que après, une fois que tout est réussi, tout le monde se jette des lauriers, tout le monde dit ouais, mais c'est grâce à moi. En fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que il y en a pas beaucoup finalement au Barça qui voulaient vraiment le faire signer, parce que faut se remettre dans le contexte. Qui aujourd'hui peut dire, à l'époque il pouvait dire, moi le gamin de 12 ans qui est pas assez grand, qui a besoin d'hormones pour grandir, je vais le faire signer, je vais lui payer un salaire un peu déguisé à son père pour qu'il puisse rester. Même si alors il y a bien des formateurs qui ont dit que c'était un super joueur, mais bon, c'est difficile quand même de se dire que ça va devenir Lionel Messi. Donc tout ça c'est un pari un peu sur l'avenir. Et puis finalement le seul qui a lutté, qui lui a même payé son traitement à un moment donné, c'est quelqu'un qui est mort dans l'indifférence totale, qui s'appelle La Cueva, Joan La Cueva, et c'est vraiment quelqu'un, c'est un dirigeant à l'époque qui a dit non, il faut le garder, on va le garder. Et d'ailleurs c'est ce qu'on explique aussi dans ce livre-là, c'est que cette signature, pareil, c'est un imbroglio total. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un club compliqué. Il y a toujours des problèmes politiques et des problèmes institutionnels. Il y a un truc important dans le livre sur le caractère de Messi, parce que là on en revient à finalement, là tu parlais, Daniel, de son côté un peu transparent dans sa vie peut-être privée, mais
il sait se faire entendre, Messi. Il sait se faire respecter, il sait qu'il est important pour le Barça, et ça c'est la moindre des choses. Et il y a une scène et tout on va dire une séquence qui se passe autour de Zlatan, autour du moment où il y a Zlatan. Et là, je regardais un passage dans le chapitre qui s'appelle l'élu, où il met la pression, on va dire, à Guardiola, en lui envoyant sur un retour dans un bus après un match, en lui envoyant un SMS alors qu'il est assis 2 rangs derrière lui, en lui mettant, parce qu'il communique beaucoup par SMS, parce qu'il est très fan et, tu vois, derrière son portable. Il dit mais bon, je vois bien que je ne suis plus vraiment important pour l'équipe, donc 3 points de suspension. Et en gros, le problème à ce moment-là, c'est Zlatan. Il va essayer de reprendre son influence sur le vestiaire, alors que Zlatan est arrivé et qu'en gros, il se sent un peu dépossédé de son rôle de star, quoi. Ouais. Et puis bon, je pense que quand il fait ça aussi, il sait que c'est pas le seul joueur en fait qui est un peu saoulé entre guillemets par Zlatan Ibrahimovic au FC Barcelone, parce que quand on entend encore aujourd'hui Xavi ou Iniesta, enfin pas Iniesta mais Xavi parler de Ibrahimovic, il y a du respect, mais bon, si on lit un peu entre les lignes, on sent que c'était pas vraiment le joueur adapté à ce style de jeu et à ce club-là. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple de qui est Messi. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, pendant la Copa América, il a fait exactement pareil. Il a rien dit, il a jamais rien dit sur la fédération argentine. Puis un jour, il a posté sur Instagram une photo de lui avec Agüero dans un avion qui ne voulait pas décoller. Et donc pour mettre un petit coup de pression sur sa fédé en disant voilà, faut un peu nous respecter. Et par la suite, on a su, parce que toutes les histoires sont sorties, que les primes n'étaient pas payées, enfin qu'il y avait vraiment un gros problème au sein de cette fédération et au sein de cette équipe et de cette délégation argentine. Donc voilà, on a l'impression il sait se faire entendre quand il le faut. Oui, puis il sait faire passer des messages. Donc on sait que pendant un moment, par exemple, il y avait le gardien remplaçant du Barcelone, la Pinto, qui était son grand copain. Tout le monde se demandait comment l'appelait le garde du corps. Voilà, comment ça se fait qu'il est resté aussi longtemps. Parce qu'il était le garde du corps. Exactement. Et on sait que quand il avait des messages à faire passer, en fait, il savait par qui les faire passer aussi. Donc il y a eu Mascherano, il y a eu Pinto, il y a eu pas mal de joueurs comme ça du Barça et même en sélection argentine qui ont su être un peu quelque part ses porte-parole. On dit zone d'ombre autour de Messi. Est-ce que c'est des zones d'ombre par rapport au problème qu'il y a eu autour de son père et des problèmes fiscaux, ou est-ce que c'est des zones d'ombre par rapport à son tempérament, à son caractère? Non, son tempérament, son caractère, honnêtement, moi je pense pas que c'est pas du tout un mec problématique, quoi. Enfin, je veux dire, en plus demande à Bartra le comportement de Messi avec les joueurs de l'équipe B quand ils font les entraînements. Vas-y, le plus gentil du monde quand même. Je ne connais pas, Frédéric. Bartra, qui joue aujourd'hui en Allemagne, Marc Bartra, qui est défenseur central, alors qu'il est dans l'équipe B du Barça. Un jour, il s'entraîne, première fois, il s'entraîne avec l'équipe première et il met un tacle sur Messi. Et là, Messi le pourrit d'une telle manière que le gamin rentre dans le vestiaire en chialant, quoi. Il y a pas forcément Messi normal, un comportement le plus sympathique avec les jeunes au sein du club, et ce sont des choses qui sortent pas forcément. C'est pas qu'il aille le blesser non plus. Non mais il y a des manières de faire. Moi je suis d'accord avec Fred. Ce que je veux dire, mais c'est pas les autres, c'est ça en fait, c'est que c'est pas un mec super sympa, quoi. Moi je suis d'accord avec Fred là-dessus. Moi aussi j'ai entendu, même dans le vestiaire, et pas qu'avec les jeunes, même dans le vestiaire, il a ce côté où c'est vrai que pour se faire entendre, il peut passer, comme tu l'as dit, par peut-être des gardes du corps, comme on appelle. Il est peut-être pas très franc, vous voulez dire. Exactement. Et ça peut déranger. Alors quand tu es dans le moule et que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu sors un peu de ce moule-là au FC Barcelone, dans ce groupe qui est bien géré par Lionel Messi aussi, et c'est problématique pour les joueurs qui viennent d'arriver. Il y en a plein qui sont repartis parce que ça passait pas avec Messi. Ouais, mais est-ce que après, par rapport aux joueurs que c'est, par rapport à c'est quand même la star que c'est. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui est pas non plus hyper problématique, quoi. Mais bon, après. Non, mais tu sais vivre dans un groupe, même si t'as Lionel Messi comme tu dis, il y a pas que Lionel Messi sur la planète foot, mais c'est un joueur énorme. Il y en a eu d'autres avant aussi. Ils n'étaient pas tous comme lui. Qui claquent 50 buts par saison. Non. Mais qui gagne 3 Ligues des Champions pendant toutes ces années. C'est quand même c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène unique. Mais on est d'accord, mais je suis pas en train de te dire que c'est pas un extraterrestre. Il est au-delà lui et Cristiano Ronaldo, à travers son travail, plus que son talent, les deux font des trucs exceptionnels. Quand même. C'est ahurissant quand tu as joué un peu au football. Même à un petit niveau, Daniel, tu peux comprendre que c'est quand même exceptionnel. Après, il y a quelque chose, Alex.
qu'il faut évoquer, c'est c'est quelqu'un qui a commencé à prendre, notamment grâce aux ordres de Guardiola, à prendre soin de lui au niveau de l'alimentation, parce que c'était un désastre. C'était le choripan comme tu argentin, c'est-à-dire c'est du chorizo au grill, dans du pain et puis du Coca-Cola, quoi. Et à un moment, Guardiola a mis Léo là en disant mais à ton niveau, tu peux pas te permettre de manger comme ça. Ce serait bien que tu en parles un petit peu parce que je pense que c'est un élément important. Non, et puis surtout pour revenir à l'anecdote avec Ibrahimovic. En fait, Ibrahimovic, c'est vrai que ça a été un clash, ça a permis de faire un peu le ménage, on va dire, dans le vestiaire de Barcelone, mais ça a aussi permis à Guardiola de repositionner Lionel Messi avec tout le succès qu'on lui connaît derrière. Et c'est vrai que Guardiola lui a apporté beaucoup. Le Barça lui avait mis aussi un espèce de physio, kiné, préparateur physique, la Juanjo Bro, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Voilà, il s'est fâché avec lui, mais c'est quelqu'un qui était tous les jours avec lui dès qu'il partait en vacances en Argentine, il était tous les jours avec lui. Donc il a vraiment été, il a été chouchouté, il a été dorloté, Lionel Messi, et c'est pour ça qu'il en est là aussi aujourd'hui. Donc il y a quand même un peu de sérieux aussi dans cette équipe. Et juste pour revenir à ta question, les zones d'ombre, alors peut-être que humainement il y a quelques zones d'ombre, mais bon, je pense que c'est pas non plus ça qui va définir le personnage. Après, c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre, il y a pas mal de zones d'ombre autour de l'argent, parce qu'après l'argent est un problème. Et l'argent est un problème aussi pour le père de Messi qui, j'imagine que Jérôme a rencontré pas mal de pères comme ça, mais on se dirait qu'il n'y a pas de problème, mais bon. Non, mais le père de Messi, il a un espèce de bon sens paysan. C'est quelqu'un qui pas du tout du milieu et qui a débarqué comme ça et qui estime que c'est son fils la star, c'est son fils qui a un talent dingue. Et pourquoi les gens viennent autour de lui pour lui bouffer de l'argent. D'ailleurs, pendant longtemps, il y a que son père qui s'occupait de lui. Le père, il fait mais pourquoi il va lui prendre des fleurs en plus? Mais c'est pas vrai. Ça c'est Messi, mais quand on regarde un peu toutes les histoires, en Espagne, il y a eu beaucoup de cas comme ça ces derniers temps dans le vestiaire du Barça, beaucoup. Et puis là, on commence à voir que Cristiano, que machin, que bidule. Donc, j'imagine que ça doit être un schéma qu'on voit assez régulièrement de contourner les règles. Donc le père n'a pas compris que le fils avait beaucoup d'argent, il continue de compter. Il compte billet après billet. Non, mais il est voilà, et on sait qu'il s'est embrouillé avec tous les agents qu'il a eu un moment ou l'autre, alors sauf les derniers, mais bon Qui est son agent d'ailleurs? Son père. C'est son père. Mais c'est son père au sein d'une société dont il n'est plus dont il n'est plus le dirigeant, on va dire, exécutif, quoi. Après, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, les agents qui ont amené Lionel Messi à Barcelone, parce que c'est des agents qui l'ont amené à Barcelone, eux, par exemple, ils sont toujours en procès avec lui, ils ont touché peanuts, quoi. Ils ont touché 0. Et donc, des choses comme ça, il y en a eu pas mal, quoi. Donc après, c'est vrai que... Non, tu crois? L'arrête qui a du mal à passer. On était là à 12 ans, nous. Non, mais c'est vrai. Ils sont dégoûtés, eux. Il y en a un en particulier qui est dégoûté, quoi. Exactement. Qui vit à Barcelone, d'ailleurs, il me semble toujours. Il pourrait faire un geste, Messi, quand même. Mais faire un geste. Et ce que je veux dire, le mec qui t'a ramené à 12 ans. Après, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui il se calcule plus. Mais à 12 ans, tu peux pas savoir qu'il va, surtout par tout ce qu'il a subi au FC Barcelone, qui va devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est sûr que quand ils voient les montants, ils se disent putain, on est passé à côté de quelque chose d'énorme. Eux, ce qu'ils disent, c'est ce qui lui réclament comme argent, c'est de l'argent d'avant, c'est pas de l'argent d'aujourd'hui. C'est le billet d'avion pour venir. Mais il avait quelques années, quoi. Mais bon, voilà. Tiens, un mot aussi sur la MSN, parce que c'est vrai qu'il y a un chapitre qui est consacré. C'est vrai que ce qu'on disait à l'instant tout à l'heure, c'est quand même incroyable d'avoir réussi. On avait plus de chance à ce que ça fasse exploser le vestiaire ou que ça pose des problèmes. C'est une réussite quand même, à la fois sportive et en dehors du terrain. Là, il y a une séquence qui se passe. Il y a le fameux Assado, qui est une tradition chez Mascherano, c'est ça qui organise ça avec Neymar, Messi. Avec les latinos un peu du groupe. Mais en fait, c'est cette association, ce trio. En fait, si on remet les choses dans leur contexte, on a quand même un joueur. Bon, on a un joueur qui est au-dessus de tout le monde, c'est Messi. Il y a un Brésilien on dit que c'est le futur Pelé, comme c'est si bien le faire les Brésiliens et les Argentins, d'ailleurs, du marketing sur des footballeurs jeunes en disant ça y est, c'est les nouveaux grands champions. Donc Neymar décide d'aller à Barcelone. Moi, je pense inconsciemment ou inconsciemment, c'est aussi pour s'enlever un peu de pression et au moins il sait qu'il y en aura un qui prendra tout sur lui. Et le troisième larron, c'est quand même Luis Suarez qui était suspendu pendant je sais pas combien de mois au moment d'arriver à Barcelone. Donc c'est quand même des mecs qui sont arrivés. Il démarre en fin novembre. Donc c'est pour ça, c'est des mecs qui arrivent tous à un moment de leur carrière et de leur vie à des moments différents, mais ils savent que voilà, s'ils s'entendent tous bien et s'ils sont tous au garde à vous avec Lionel Messi,
bon bah tout risque de bien se passer. Et d'ailleurs aujourd'hui, on voit des papiers ici et là comme quoi est-ce que Messi est toujours aussi efficace. Oui, alors, mais quand on regarde les statistiques des derniers matchs, en fait, j'ai étudié l'un des papiers qui a été fait sur les stats, mais c'est terrible. C'est là où tu vois que les stats veulent rien dire, parce que tu as quelques stats que tu peux trouver qui baissent, tu sais, en pourcentage sur le nombre de tirs cadrés dans un match. Puis à la fin, ils te disent sur la stat, mais un phénomène quand même. Et il y a une stat qui résume tout. Il a marqué 30% des buts du Barça. C'est mieux que l'an passé, 23%. Donc oui, non, ça baisse pas. S'il marque 30% des buts du Barça, ça baisse pas. En Liga, je crois qu'il a marqué, il a inscrit 14 buts en 15 matchs. Je crois qu'il a été 13 fois titulaire. Donc déjà, voilà. En Ligue des Champions, il a quand même mis 10 buts en 5 matchs. Ce qui est quand même pas mal. Enfin bon. Et puis il y a surtout une stat. De toute façon, là-dessus, rien à dire, mais après, quand on regarde justement les stats, ceux qui sont en baisse, écoute, franchement, c'est le seul espoir du PSG. Arrête, toi. Bah, je suis désolé, je suis d'accord. Mais si, même quand ça va pas bien. Même, la dernière fois, il est rentré en jeu, il a fait mal quand même, hein, juste en entrant en jeu. Juste en entrant, ça en boitant. En boitant. Non, mais en boitant. Non, mais il faut revoir cette image. Les mecs qui reculent de 20 mètres, qui rigolent. Le Tourangeau, l'autre le madrilène, là, qui est, ça y est, d'un seul coup, est devenu barcelonais. Mais non, on s'en moque. Regarde, c'est l'avantage d'être neutre. Moi, je vais regarder le match avec un plaisir, mais alors un plaisir incroyable. Moi, Barça PSG, quoi, c'est détendu, vous êtes vachement neutre, là. Alors, on vous entend parler, vous êtes neutre. Stressé. Tiens, et juste, moi, je suis neutre, je suis objectif. Il y a quand même une stat, 67% en gros de victoire quand il y a Messi avec le Barça. 33% quand il n'est pas là. Donc voilà, on s'est réglé. Oui, Fred, pardon, je t'ai coupé. Tu voulais rajouter un mot? Non, mais après, c'est vrai que Messi, même quand il n'est pas bien, et parfois il y a des matchs où il n'est pas bien, il te met quand même un but sur coup franc. C'était le cas des 3 premiers matchs de l'année. Exact. Il fait que ça. Quel coup franc. Non, il fait que ça, mais ça suffit. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Il n'a pas besoin d'être en grande forme pour être décisif. Alors, sur Messi, il reste un dossier quand même, pour terminer, Alexandre. Enfin, évidemment, après vous retrouverez tout ça, toutes ces infos dans le livre, hein, Insubmersible Messi aux éditions Solar. C'est l'Argentine, c'est la sélection argentine. Parce que Messi, les stades, Barcelone, c'est bien. Et puis, il reste toujours cet inachevé, ce goût inachevé. Et Maradona, que tu connais bien par ailleurs, tu as fait un bouquin sur lui aussi, qui titille toujours Messi, qui il une sorte d'amour haine. Je crois qu'il faut plus trop écouter tout ce qu'il raconte, parce que il peut raconter tout et son contraire, voilà. Mais c'est vrai que bon, voilà, Lionel Messi n'a pas gagné de Coupe du Monde, n'a pas gagné de Copa América avec l'Argentine. Alors il y en a beaucoup qui vont lui reprocher. Après, bon, il y a beaucoup de grands joueurs qui n'ont jamais gagné de grands titres avec leur sélection. Après, je pense que cet été, il s'est vraiment passé quelque chose d'un peu spécial pour Messi, puisque quand il a dit qu'il il a dit une connerie, hein. Il a dit Platini. Le Coupe du Monde, il a jamais gagné. Excuse-moi, mais il a gagné 1 euro, non? Ouais, enfin, bon, d'accord. Non, l'euro, ça compte. Mais si, ça compte. Mais je parlais de Coupe du Monde. Non, mais là, on te dit que Lionel Messi n'a jamais rien gagné en sélection. Ce qu'il a il a gagné les Jeux Olympiques. Bon, c'est pas. Mais bon, faut les gagner. C'est vrai. Non, il a gagné. C'est au palmarès. Non, mais cet été, quand il a décidé, là, ce faux départ de la sélection, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un espèce d'engouement derrière lui en Argentine. On s'y attendait pas. Et je pense qu'il y a vraiment eu, il y a eu un avant, un après. Le problème, c'est que ça arrive dans un contexte où, franchement, en Argentine, c'est la crise totale dans le football, donc on sait pas trop comment tout ça va évoluer, mais il y en a beaucoup qui croient, parce que les Argentins sont comme ça, ils continuent d'y croire. Donc ils se disent, normalement, ils avaient calculé qu'au Brésil, il aurait plus ou moins le même âge que Maradona quand il a gagné au Mexique. Donc c'est peut-être. Donc ça va pas être ça, mais bon, finalement, peut-être que dans la prochaine, que dans 2018. Un an, finalement. Ouais. C'est dans pas longtemps. Ils s'imaginent qu'il va être encore au sommet de sa forme. Parce que Messi va avoir 30 ans. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Donc 30 ans, c'est un bon âge. Ouais. Mais surtout, Messi, c'est pas quelqu'un qui se fatigue sur le terrain. Et je pense qu'il peut aller très longtemps, plus longtemps que Cristiano. Parce que souvent il marche, il n'a pas besoin de courir. Non, mais il défend. J'ai regardé, parfois il défend. Hein. Des fois il revient défendre. Mais son jeu a beaucoup évolué. Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui n'est pas obligé de faire des dizaines de kilomètres, quoi. On lui permet, et ce qui fait qu'il pourra durer très très longtemps, ça j'en suis persuadé. C'est clair. Voilà pour ce livre Insubmersible Messi. Merci Alexandre Jullard d'être venu dans l'after. Merci à vous. Aux éditions Solar. Je le disais aussi, il y avait un très bon livre sur Maradona qui a quelques années déjà, qui avait pour titre Maradona. C'est original. Ouais. Mais bon, il s'est passé tellement de choses depuis qu'on pourrait écrire un nouveau bouquin. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, t'as vu, il avait fait le choix à Naples depuis quelques jours, Maradona. Il est reparti. Merci Alexandre. Merci. Tiens, tu vas rester avec nous. Il va rester avec nous parce qu'il y a le quiz qui arrive dans quelques instants. Sur Maradona. Donc faut pas qu'il dise au revoir alors. Non, il dit pas au revoir. Ah oui, dis pas au revoir Alexandre. Fred. Salut Fred. Tu veux rester Fred?
Bah, il y a la fin du débat, là. Mais bon, ok, je reste avec vous. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le débat. Non, allez, je reste avec T'en vous. fous du débat, tu sais déjà qui t'a choisi. Allez, il reste. Ouais, mais pour encore me convaincre un peu plus. Bah, Non, tu sais ce que ça y est, Il a choisi. Bah, il a toujours été valsien, il va pas changer. Non, mais surtout après, il y a le débriefing sur BFM Télé, j'adore. Alors, En général, le débriefing est meilleur. Je te donne une autre piste, que les Fred. débats. Je te donne une autre piste, Fred. Demain matin, Jean-Jacques Bourdin reçoit Manuel Valls. Ouais, mais à quelle heure? C'est un peu tôt, Bourdin. Pas grave, pas grave. C'est mais c'est ça. Tu podcast. sais que les audiences sont énormes. Quand tu rentres, tu mets la radio, tu vas l'entendre. Ah ouais, pas bête. Ouais, voilà. Quand tu rentres Allez, de je reste ta avec soirée. vous. Allez, à tout de suite plaisir. dans l'after, le quiz, le je m'en fous pas. On est ensemble jusqu'à minuit.